Bienvenue à l'ISEG. Aujourd'hui, l'Écho du Dôme vous parle d'un sujet brûlant qui suscite débat et polémique, le harcèlement et la discrimination. Pour répondre à nos questions, un invité de marque, Monsieur Daumont, dont ces sujets sont sa spécialité. Bonjour Général Daumont, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment caractérise-t-on le harcèlement et la discrimination au sein de l'entreprise ? Alors au sein de l'entreprise, il y a déjà le harcèlement est connu dans l'ensemble de la société, mais au sein de l'entreprise, on le trouve sur plusieurs formes. Ça peut être sous la forme du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, de la discrimination, et plus récemment avec la loi de 2018, il y a diverses infractions qui peuvent s'appliquer aussi, comme par exemple le délit de voyeurisme. Mais c'est une réalité à prendre vraiment en compte, parce que lorsqu'on a certaines statistiques, qu'on voit qu'une personne sur 5, une femme sur 5, dit avoir subi un harcèlement sexuel dans le cadre de l'entreprise, et qu'en gros 30% des employés ont subi un harcèlement moral, à peu près équilibré, en gros un peu plus de 28% pour les hommes et un peu plus de 31% pour les femmes. Donc on sait que c'est une réalité et qu'il y a encore des progrès à faire pour harmoniser le bien-être et la facilité de travailler au sein d'une entreprise. Existe-t-il des profils types en matière de harcèlement et de discrimination ? Alors il y a des profils, bien évidemment, profil auteur et profil victime. Bon, c'est très stéréotypé, mais on retrouve quand même un certain nombre de caractéristiques. Bon, l'auteur de harcèlement sexuel, les statistiques de la justice et du Code du travail, ou de la justice liée au Code du travail, du prud'homal notamment et du tribunal administratif, donnent à peu près, en ce qui concerne le harcèlement sexuel, un équilibre à peu près 40%, disons la chaîne hiérarchique ou les autorités supérieures ou le directeur d'entreprise, le patron d'entreprise, et 40% des collègues. Pour le harcèlement moral, étonnamment, c'est plus 50% des collègues et en gros plus d'une vingtaine de pourcents pour la chaîne hiérarchique. Alors le profil d'un auteur du harcèlement sexuel défini, il y a des très bons auteurs comme le docteur Irigoyen, qui l'a défini comme étant souvent un pervers narcissique ou quelqu'un d'inhibé sexuellement, et ce n'est pas tellement le désir qui le motive, c'est l'idée de pouvoir et de domination, notamment sur la femme, souvent des profils de gens qui ont encore quelque part une crainte ou une peur de la femme, mais qui peut être une peur aussi des LGBT, hein, et qui se traduit donc par cette tentative d'humiliation ou de pression sur les personnes. Alors la victime, elle, du harcèlement sexuel, elle n'a pas vraiment de profil, c'est plutôt tout le monde, hein, avec quand même quelque chose d'un peu dramatique, puisque 70% des gens qui le subissent n'en parlent pas. C'est là un petit peu le drame, et souvent pourquoi ? Parce qu'il y a la honte derrière. Avouer, même à son conjoint ou à quelqu'un de proche, qu'on a subi un harcèlement sexuel, c'est s'exposer à dire qu'on a été tentateur ou tentatrice, et qu'on a une part de responsabilité. Sur le harcèlement moral, c'est un petit peu inversé. On retrouve en termes d'auteurs, bien évidemment, les pervers, parce que ça s'applique aux deux, le pervers narcissique, toujours cette notion de pouvoir, d'écraser un petit peu l'autre pour se mettre en valeur soi, hein, dans le processus narcissique. Mais une personne un peu en difficulté, une personne qui elle-même peut être en souffrance, peut le devenir. C'est une manière d'exporter un peu sa souffrance sur les autres. Et donc ça fait un peu peur, puisque tout le monde peut être un petit peu harceleur, avec une difficulté, c'est que parfois on n'en est même pas conscient. En ce qui concerne la victime du harcèlement moral, bon, l'Organisation internationale du travail a dit que les jeunes dans l'entreprise, ce sont des cibles potentielles un peu plus que les autres. Mais généralement, c'est une personne consciencieuse, avec une difficulté aussi par rapport au harcèlement moral, c'est qu'on n'en est pas toujours consciente, parce que dans le processus du pervers narcissique, même si je ne suis pas psychologue, mais en tout cas c'est ce que disent les psychologues, le jeu consiste à reporter la culpabilité sur la victime. Et souvent la victime endosse cette culpabilité sans se rendre compte qu'en fait elle lui est imposée par quelqu'un d'autre. Et c'est toute la difficulté pour détecter le problème. Alors, dernière difficulté, c'est que souvent les gens qui subissent ces harcèlements, on les perd un petit peu en statistiques et l'entreprise parfois ne traite pas parce qu'en fait ce sont des gens qui partent. Et leur instinct de survie consiste à quitter l'entreprise pour ne plus avoir cette souffrance.
À quel moment et sur la base de quoi peut-on dire qu'un cas de harcèlement ou de discrimination est-il avéré? Alors là, on rentre un peu dans les caractéristiques des infractions qui sont reconnues par le Code du travail et puis le Code pénal, parce que ce sont la particularité de ces infractions, que ce soit le harcèlement moral, le harcèlement sexuel ou la discrimination, sont les infractions qui peuvent être traitées soit par la voie du Code du pénal, donc tribunal de grande instance, puisque ce sont des délits, et puis soit par la voie du droit du travail. Donc en ce qui concerne le secteur privé, eh bien, c'est comment dire, quand c'est des prud'hommes. En ce qui concerne plutôt la voie publique, hein, ce sont les tribunaux administratifs. Alors là, il y a les articles 222.3 et 222.3-1 et L 1152 et 1153-1 du Code du travail. Alors, le harcèlement moral. Le harcèlement moral, il y a une notion qui est très claire, c'est une notion de répétition. Ce sont des propos, des attitudes, des comportements répétitifs qui vont faire que ça va dégrader les conditions de travail de la victime. Alors ça peut être dégradé sous différentes formes, c'est-à-dire aboutir à un problème psychique, un problème physique, parce qu'elle va compenser, hein, ou avoir des troubles psychosomatiques, ou nuire à sa progression professionnelle. Ces éléments doivent être cumulatifs d'ailleurs, c'est-à-dire on doit avoir les effets, même s'ils ne sont pas réellement produits, hein, la potentialité des faits existe, et le fait de répétition. Ce terme de répétition est important, puisque c'est bien ça la notion de harcèlement, ce sont des petites attaques répétitives qui fatiguent et qui usent l'autre. Dans le harcèlement sexuel, on retrouve bien évidemment la notion de répétition, de gestes et comportements là à connotation sexuelle, qui vont mettre la personne dans une situation instable, ça atteint sa dignité, ou la met en mauvaise situation, en tout cas qui va amener à la dégrader, en tout cas au niveau psychologique. Et il y a cette notion de répétition. La loi de 2018, si vous voulez, la notion de répétition, dans le premier temps de la loi, avant 2018, elle s'appliquait à l'auteur, c'est-à-dire l'auteur répétait les actes sur la victime. Bien sûr, on s'est aperçu qu'avec les réseaux sociaux, avec tous les moyens informatiques actuels, il y a une difficulté, puisqu'on avait des gens, par le biais de réseaux sociaux ou Facebook ou autres méthodes, en fait, qui individuellement envoyaient le même message sur la victime. Donc on s'est placé non plus du côté de l'auteur, mais du côté de la victime, et on a rajouté des articles en 2018 pour gérer justement ces cyberharcèlements et les fameux raids numériques. Voilà. Et donc à partir de là, il y a une notion de répétition ressentie par la victime, parce que des personnes ou coordonnées, ou qui ne sont pas coordonnées, mais qui sont conscientes de faire mal à la victime, qui chacune individuellement lui envoie un message de connotation sexuelle. Il reste un dernier cas, qui est aussi assez récemment dans le droit, où c'était ce qu'on appelle le chantage à l'embauche, le chantage à la progression de carrière, où en gros, avec une pression sur la personne pour obtenir une faveur sexuelle pour l'auteur ou même pour un tiers de l'auteur, il faut être gentil avec le patron, voilà, pour obtenir un stage, pour obtenir quelque chose, pour obtenir une progression, ce qu'avant on appelait la progression canapé. Voilà. Et donc on a lutté contre ça. C'est la deuxième partie d'ailleurs de l'article du droit, du code de procédure pénale, et qu'on retrouve dans le droit du travail, qui empêche ce chantage sexuel. Voilà un peu les éléments qui permettent de déterminer, donc si on résume, vraiment la notion de répétition, d'actes, qui vont dégrader les conditions de travail ou les conditions physiques et psychologiques de la personne, sauf un cas où on n'a pas besoin de répétition, c'est-à-dire lors d'un entretien, vraiment un chantage sexuel, voilà, qui a été pris en compte par la justice. Que doit-on faire si l'on est témoin ou soi-même victime de comportements discriminants ou de harcèlement? Alors je dirais qu'il y a trois visions. La première vision, c'est si l'on est victime, bien évidemment. Si l'on est victime, il faut surtout en parler. C'est-à-dire on est dans sa souffrance. Je dis 70% des harcelés sexuels n'en parlent pas. C'est dramatique parce que c'est des personnes qui sont bloquées par la honte. Et donc une souffrance interne. Aller au travail avec un nœud au ventre lorsqu'on va au travail, c'est pas ça, c'est pas sain. On passe tellement de temps de notre vie au travail, c'est une partie de notre vie, il faut y être heureux. Donc il faut que les personnes parlent. Il y a des possibilités, contrairement à ce que l'on croit, beaucoup d'offres de voix pour s'exprimer permettent d'extérioriser, ne serait-ce que déjà d'en parler, c'est déjà une manière de lutter contre cette souffrance, même si on ne veut pas aller jusqu'à l'action de justice. On peut en parler à quelqu'un de confiance qui va le rapporter à l'employeur. L'idéal, c'est d'en parler à l'employeur.
On dirait difficulté si l'employeur est l'auteur. Mais il y a toujours un autre employeur. Mais il y a d'autres solutions. Il y a les chaînes de représentation du personnel, les représentants syndicaux, les délégués du personnel, qui ont même un droit d'alerte. La justice les autorise sans risque à prévenir l'autorité pour dire attention, il y a un problème. On peut en parler aux médecins du travail, l'assistante sociale, dans la limite du respect de leur droit de l'obligation de secret professionnel. Donc ils ne pourront pas extérioriser ça, mais en tout cas, ils pourront déjà apporter une aide, peut-être apporter une petite alarme, mais sans aller trop loin, ils ne pourront pas le faire à la place de la personne. Enfin, il y a différentes possibilités, il y a des associations, il y a la HALD, le délégué le médiateur de la République, enfin, il y a plusieurs possibilités pour pouvoir exprimer ceci. Voilà. Il ne faut pas rester seul avec sa souffrance. Si on est sous le prisme du témoin, je dis, moi, même si la loi ne l'oblige pas, quoi qu'il existe une notion de co-auteur, on l'a vu avec le harcèlement, le cyberharcèlement, mais même des insultes où tout le monde se met sur la même personne, ou toujours la même blague, humiliante pour la personne, c'est un co-auteur. Mais si on n'est pas co-auteur, si on est témoin, je dis qu'il y a une obligation de réagir. On est tous coproducteurs de la bienveillance au travail et du bien-être au travail de tout le monde. Les risques psychosociaux, c'est une réalité, mais ils se comptent aussi par une cohésion et par le souci de l'autre. Et ça va y compris dans les domaines pour éviter les suicides. Donc c'est important d'agir, déjà d'essayer de rentrer en contact avec la victime, lui faire peut-être prendre conscience, dans le harcèlement moral, elle n'en est peut-être pas consciente, lui dire que c'est pas elle la coupable, et puis l'aider, l'inciter à en parler, et peut-être s'il faut en parler soi, en respectant un certain secret, voilà, de manière à ce que d'autres qui ont les moyens d'agir, qui sont notamment la chaîne hiérarchique, puissent agir et aider cette victime. Troisième niveau, eh bien, lorsqu'on est manager, on a une obligation, le dirigeant a une obligation légale d'agir, il a une obligation de prévention, elle est autant dans le code du travail que dans le code pénal, elle peut être sanctionnée si elle n'est pas appliquée, il doit y avoir des affichages, ça doit être pris dans les risques, dans le catalogue des risques, ça doit être traité par des actions de formation et de mise en garde, même la discrimination, les articles doivent être affichés dans les lieux d'embauche. Et puis surtout, il y a une obligation de réaction qui est collégiale. On travaille avec le médecin du travail, on travaille avec l'inspection du travail, on travaille avec beaucoup de monde, mais on a une obligation d'agir. Il faut aider les personnes qui sont en souffrance. Et bien sûr, les premières mesures conservatoires, c'est de faire stopper cette infraction. Après, il y a l'action en justice, qui est un autre domaine et qui est ouvert, dont on peut débattre. Et là, la personne peut porter plainte, soit directement auprès du tribunal, si on veut passer par la voie pénale, le tribunal de grande instance, soit auprès du procureur de la République, soit bien évidemment une brigade de gendarmerie, un commissariat de police, en portant sa plainte ou en se constituant partie civile. Ça, c'est la voie pénale. Sinon, un recours auprès du conseil des prud'hommes ou du tribunal administratif. Les deux, d'ailleurs, ne sont pas exclusifs. D'ailleurs, on peut faire les deux voies en même temps, chacun ayant ses propres sanctions. D'accord. Et si l'on n'ose pas par peur de représailles? Il faut oser. Comme disait Sénèque, c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. C'est ce qu'il faut faire comprendre à la victime. Alors déjà, il faut savoir que la loi protège les témoins et protège les victimes. Si pour une raison ou une autre, dans le passé, quand on voulait se débarrasser d'un auteur, par exemple, de harcèlement sexuel, où la personne avait résisté, mais ils sont débarrassés avec, il y avait une possibilité sur l'incompatibilité d'humeur avec le salarié. Tout ça, ça a été effacé par le droit du travail, justement parce qu'il y avait ça qui était en menace derrière. Il faut que la personne, elle puisse se défendre. Et la peur d'agir, elle est surtout pour la personne qui est en souffrance, parce qu'il faut d'abord qu'elle prenne conscience qu'elle est la victime. C'est déjà un premier stade. Et deuxièmement, lui faire comprendre qu'on peut en sortir. Et elle est protégée par la loi, c'est-à-dire que si elle avait été licenciée, par exemple, suite à un processus, comme je vous l'ai dit, d'incompatibilité d'humeur, elle est réintégrée de droit avec des dommages et intérêts, avec au minimum 6 mois de salaire d'indemnité, vraiment au minimum. Et il en est de même pour un témoin. Le témoin, à partir du moment où la justice ou l'enquête prouvera qu'il est de bonne foi, le témoin est protégé au même titre que la victime. Lui aussi, on ne peut pas le sanctionner, etc. Donc il y a quand même des garanties pour protéger la victime et protéger les gens qui veulent bien l'aider. Voilà. D'accord.
Les phénomènes MeToo ou Balance ton porc sont très clivants et entraînent beaucoup de méfiance. Qu'en pensez-vous? C'est un véritable sujet de société parce que d'autres infractions, elles existent dans le temps, les coups et blessures, les vols, etc. Mais bon, y a-t-il vraiment un sujet de société dessus? On peut toujours en trouver. Mais là, il y a un vrai sujet de société parce que quelque part, c'est l'égalité des gens et le bien-être des gens au travail qui est en cause. C'est la manière de vivre en société et la manière de vivre dans cette entité sociale qui est l'entreprise. Donc c'est important parce que ça interroge. Ces sites ont eu un avantage, c'est qu'ils montrent que le chemin est encore long, comme je vous l'ai dit avec les chiffres. Quand on voit une femme sur 5 qui est harcelée sexuellement, c'est quand même pas normal. On est quand même dans une société où on doit estimer avoir une certaine maturité dans les rapports au sein de la société ou les rapports au travail. Voilà. Bon, donc il y a quand même un problème. C'est MeToo aux États-Unis, comme Time's Up, et puis Balance ton porc, au moins l'avantage de réveiller les confiances et de rappeler qu'il y a encore du parcours à faire. Et on le voit d'ailleurs, la législation, elle est encore récente, 2018, a pris encore des mesures pour aller plus loin. Et peut-être que ces alertes, les lanceurs d'alerte, les considérer comme des lanceurs d'alerte, ils sont utiles. Là où il y a quand même un revers de la médaille, c'est que c'est quelque part mettre à la vindicte, entre guillemets, populaire, dans un sens non péjoratif, mais mettre un étalage, un collimateur sur une personne dont on écrase complètement la présomption d'innocence. Être accusé de ça, même si vous êtes blanchi par la justice, il reste toujours un petit quelque chose. Et si un jour vous avez un autre incident, parce qu'il y a un problème au sein du travail qui devrait se traiter par une sanction disciplinaire ou quelque chose dans ce genre, dire « Ah oui, mais il n'y avait pas eu de fuite sans feu ». Donc c'est quand même jeter l'opprobre sur quelqu'un, ce n'est pas la solution à mon avis. Ce n'est pas la bonne solution, d'autant plus qu'après, il faut aller trier là-dedans ce qui est le vrai et le faux, les vrais coupables, les faux coupables, les coupables conscients, les pas conscients. Sans compter quelque part, si on se portait sur un problème purement juridique, lancer ça dans un débat public, ça veut dire à la personne, tiens maintenant attention, tu es menacé d'être enquêté sur toi. Si tant est qu'il avait encore des preuves, des messages, des SMS qu'il a envoyés, donc vous dire que j'ai été accusé, la première chose que je ferai, j'essaierai de détruire tout ce que je peux. Ce qui fait que ça va gêner la justice. Donc à mon avis, c'est très contre-productif, c'est dangereux parce qu'on met au pilori quelqu'un dont on ne sait pas s'il est auteur et victime, et il y a quand même une présomption d'innocence, c'est quelque chose de principe, c'est un principe fondamental dans la liberté, et je pense qu'il faut laisser, il y a suffisamment de voies, comme je vous l'ai expliqué, soft ou plus lourdes en termes de justice, pour sortir la personne qui est en souffrance de ça, faire stopper ce genre de relation disproportionnée, ou en tout cas vérifier qu'elle existe. Parce qu'il y a quand même un point sur lequel je pourrais quand même conclure, c'est qu'il y a la réalité juridique, il y a la réalité vraiment d'une agression d'un auteur sur une victime, mais il y a beaucoup, beaucoup de ressenti. Et ce ressenti fait que souvent, l'infraction n'est pas réelle. C'est-à-dire, si les juges creusent, il n'y a pas de harcèlement. C'est souvent un conflit de personnes qui a dégénéré. Certains s'en servent même pour contrer une tentative de licenciement pour incapacité professionnelle. Vous voyez, donc il faut faire le tri. Pour le manager, c'est très difficile à gérer. Mais il y a une réalité pour le manager, c'est qu'à partir du moment où vous avez une victime qui a ressenti qu'elle était harcelée, quelqu'un qui a été accusé comme auteur, qui lui se demande ce que fait sa hiérarchie pour le protéger, parce qu'il estime n'avoir fait que son travail de chef. Eh bien, il y a deux personnes qui sont en difficulté, voire même deux personnes qui peuvent être en souffrance. Et il y a la réalité juridique, il y a la réalité peut-être vraiment du harcèlement ou de la discrimination qui a été faite, mais si elles ne sont pas prouvées, il y a une réalité en ressources humaines qui existe, et il va falloir gérer l'après. Et là, il y a tout un travail de management à faire, savoir si on a réussi, peut-être par la médiation, qui est un moyen soft qui permet peut-être de recoller tout le monde et de repermettre de travailler ensemble. Soit on n'a pas pu passer par la médiation parce que c'est harcèlement sexuel, ou parce que ça a été refusé par une des parties, et bien là, il va falloir gérer l'après, et peut-être il va falloir prendre des mesures sur la victime comme sur l'auteur, en faisant en sorte que ni l'un ni l'autre ne le considère, parce qu'une mutation, ça peut être une mutation disciplinaire, et le considère comme une sanction. Donc là, il y a tout un travail en finesse de ressources humaines, et qui se fait avec l'appui d'avocats, l'appui de spécialistes des ressources humaines. Il y a des solutions, mais ça sera de faire vraiment un travail de dentelle pour régler ce problème, mais de toute façon, il faudra le traiter. Merci Monsieur Daumont pour ce sujet de société qui reste majeur pour les entreprises et les collaborateurs. Ben, c'est moi qui vous remercie.